après cette quête de l'harmonie, ma deuxième idée, c'était d'analyser d'une certaine façon cette proposition, une géométrie et une rationalité de l'architecture palladienne qui serait traversée, modifiée, annulée par la logique spatiale de Véronèse, par la spatialité virtuelle de Véronèse. Alors, pour synthétiser, l'apport de Palladio à l'architecture, c'est qu'au contraire des autres architectes, il va mettre en place une architecture dont une méthode de croissance modulaire organise l'ensemble de l'architecture. Donc on a en fait un module qui détermine toutes les proportions de toutes les parties de l'édifice, d'une part en façade, d'autre part au niveau du plan, d'autre part au niveau de l'élévation des espaces. Donc c'est vraiment cette idée de cette croissance modulaire. Alors il ne l'invente pas. Là aussi, c'est un héritage de Vitruve qui décrit l'importance pour l'art de la sculpture, de l'architecture, d'un système de proportions. Et donc, par exemple, quand on analyse les plans schématiques de la villa, des 11 villas palladiennes, donc là vous avez le plan de la villa Barbaro et Masser, eh bien il y a un schéma géométrique de départ, qui concerne d'ailleurs la maison de maître. Donc à chaque fois on va retrouver un rectangle qui est divisé par deux lignes, par des couples de lignes longitudinales et 4 lignes transversales. Et ce rectangle qui est entrecoupé de lignes, eh bien, détermine d'une part le hall, le vestibule central de la villa, et sur les côtés des pièces qui sont attenantes. Donc, pour toutes les villas palladiennes, on a d'une certaine façon ce plan qui se décline en fonction des proportions, qu'on agrandit, qu'on diminue en respectant un régime de proportionnalité. Alors, la proportion, écrit Vitruve, qui règne entre toutes les parties de l'édifice et le rapport de ces parties séparées avec l'ensemble à cause de l'uniformité des mesures. Donc vraiment, la question de la proportion est importante parce que d'elle, écrit Palladio, résulte la beauté. Donc là aussi, vous avez une capture d'écran de cette vidéo qui analyse justement le fonctionnement de la villa, et on voit bien dans une reconstitution en 3 dimensions de la villa que toutes les pièces sont organisées de façon à avoir un rythme commun. Donc par exemple, un rythme d'un tiers pour la partie en avant de la salle de la croisée, un tiers, un tiers, un tiers, et plutôt un rythme de 2 sur 1, 2 sur 1, puis 2 sur 1 pour le salon de l'Olympe, les petites salles de la lampe et du chien, et les autres salles qui traversent l'espace et qui sont destinées aux appartements privés. Donc, on peut parler d'une rationalité de l'œuvre architecturale. Or, cette rationalité de l'œuvre architecturale se trouve cachée par la richesse du décor peint par Véronèse. En effet, ces fresques s'inscrivent dans une tradition qu'on appelle quadratura. C'est une tradition de décoration murale à la Renaissance. Et elle consiste à simuler sur les murs, à l'aide de la perspective, des décors scéniques, des décors architectoniques qui vont prolonger artificiellement l'espace réel. Cet artifice, la quadratura, unit donc architecture, peinture et sculpture. Alors, on va analyser justement, à nouveau dans la petite salle du tribunal de l'amour, l'effet de cette technique de la quadratura. Alors, j'en reviens, j'ai déjà décrit les colonnes ioniques qui supportent, les colonnes ioniques peintes qui supportent l'entablement stuqué avec l'élévation des Atlantes. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde effectivement ces colonnes ioniques? On remarque qu'elles sont redoublées
dans la profondeur, feinte, par des pilastres ioniques qui créent une profondeur illusoire d'environ 1 mètre, ce qui permet de donner l'illusion que sur les parois latérales, je vérifie que ça ne bouge pas, 2 tableaux représentant des portraits sont exposés, d'accord, et ce qui permet même, d'ailleurs, pour confirmer cette illusion, quand on continue à faire le tour de cette petite pièce, quand je fais le tour de la pièce, donc là je suis côté sud, côté qui donne sur les terres, et que je m'approche du canapé, je découvre que dans cet espace fin, dans cette largeur créée par l'illusion de la peinture, eh bien, est venu se glisser un chien, d'accord, un chien qui, par sa représentation, renforce l'illusion, un chien qui a pris place, à demi allongé, et dont la tête apparaît derrière la base des colonnes. Alors, si on compare justement la profondeur de ces 2 pièces, puisque la salle de Bacchus, qui est symétrique à la salle du tribunal d'amour, fonctionne de la même façon, avec la même illusion spatiale, eh bien, si on compare la profondeur de ces 2 pièces, alors le jeu de l'architecture feinte donne l'illusion que la nouvelle profondeur créée par Véronèse dans les petites salles fait saillie dans la façade, c'est-à-dire pousse la façade, déborde de la façade, annulant d'une certaine façon son harmonie et créant une tension entre une profondeur feinte par la peinture qui pousse les murs, des murs qui sont justement, rappelez-vous, retenus par cet ordre colossal, ionique de l'architecture, qui tente d'une certaine façon, qui résorbe de manière artificielle 2 étages qui n'ont rien à voir ensemble, puisque cet ordre colossal ne supporte plus rien et que ce n'est plus qu'un plaquage décoratif. Donc on a vraiment cette tension entre la représentation picturale et la présentation, une représentation picturale qui pousse les murs, qui crée une illusion, qui crée une profondeur annulée en façade par cet ordre colossal complètement artificiel qui réunit des étages et résorbe cette tension. Tension d'une architecture feinte, tension avec la tension de cette architecture réelle, mais artificielle. À l'exception des musiciennes, les murs de la villa sont également envahis par des paysages qui sont encadrés par des arcs en plein cintre, qui sont d'ailleurs par des arcs en plein cintre que l'on retrouve principalement dans la salle de la Croisée, mais aussi dans le salon de Lola. Alors, commençons par la salle de la Croisée. Je suis face au sud, et la partie qu'on pourrait appeler la nef, en fait, les murs de la nef sont remplis par quatre paysages. Ces paysages sont encadrés donc par des arcades feintes, et ces arcades feintes ouvrent sur un paysage idéal et classique. Alors, leur représentation est conforme à une mode renaissante qui consiste à évoquer un paysage continu, ininterrompu, et qui est simplement encadré par moments, caché par moments par l'écran du mur. Donc c'est un genre que l'on retrouve par exemple dans la Camera Picta de Mantoue, la chambre peinte, la chambre des époux, peinte par Mantegna. Nous voici donc dans la Camera Picta. Ces fresques de Mantegna datent de 1474 à Massères. Ces paysages sont conçus pour être vus exactement du centre de la salle cruciforme, de façon à ce que l'horizon fictif se prolonge dans la ligne d'horizon réelle. Donc on a vraiment la ligne d'horizon du paysage qui se prolonge dans la ligne d'horizon fictive du paysage peint, à condition que le spectateur, ou que le promeneur plutôt, puisque nous en sommes encore là, accepte de s'arrêter au centre de la nef de cette salle cruciforme.
paysages évoquent justement le paysage environnant, mais, on le voit tout de suite, ils sont animés par des monuments antiques qui apparaissent le plus souvent dans un état de décadence picturale. Donc ce sont des colonnes en morceaux, des frontons, des chapiteaux brisés, des briques, des murs dépouillés, envahis d'herbe, voilà, par exemple. Des ruines antiques. Pourquoi? Même les ruines témoignent encore de la grandeur passée de Rome. C'est une inscription rédigée par un artiste du XVIe siècle sur une feuille de son livre de croquis. Même les ruines antiques témoignent encore de la grandeur passée de Rome. C'est une phrase à valeur programmatique. Et donc on voit bien, les paysages peints par Véronèse puisent dans plusieurs sources d'inspiration. On va essayer d'en pointer quelques-unes. Donc d'abord, sachez que Vérone, la ville natale de Véronèse, s'enorgueillissait d'un patrimoine archéologique remarquable, comme cet amphithéâtre romain qui se trouve à Vérone et qui date de 30 siècles après Jésus-Christ. Les monuments également qui abondent dans les paysages de Véronèse reproduisent des gravures populaires, les gravures populaires de Hieronymus Koch. Ce sont des gravures qui sont publiées autour de 1551 et qui, à l'époque, avaient une valeur absolue d'authenticité, une époque où la photographie n'existait pas, bien évidemment. Et donc, ces gravures témoignaient du génie des architectes romains. Et d'ailleurs, les visiteurs cultivés de la villa pouvaient s'amuser à reconnaître ces ruines en regardant les paysages. Donc là, on a, dans cette gravure-là, la représentation des ruines que l'on pouvait observer sur le Circus Maximus. Voilà. Et donc, regardez, je reviens dans ma salle de la croisée, et qu'est-ce que je remarque? Effectivement, sur ce mur est, le premier paysage donc, qui est représenté en allant vers le sud, eh bien, on trouve un grand portique à 3 étages, il n'en reste plus que 2, qui donc devait soutenir des gradins, avec donc 3 niveaux d'arches, même s'il n'en reste plus que 2. Et à côté d'ailleurs de ce portique, on trouve 2 petites figures qui se promènent, tout comme on les trouve dans les gravures de Hieronymus Koch, d'accord? Mais également, juste à côté justement de cette architecture en ruine, on trouve eh bien, un obélisque, l'obélisque égyptien transporté à Rome, justement, qui était disposé sur le Circus Maximus. Donc, transposition de 2 architectures antiques dans un paysage de Véronèse. On peut s'amuser à en trouver d'autres. C'est le cas, par exemple, j'avance, de l'arc de Titus. Alors l'arc de Titus est particulier pour un arc à une forme architecturale particulière pour un arc de triomphe, puisque normalement un arc de triomphe a 3 arcatures. Et bien cet arc-là n'a qu'une seule arche. Elle est structurée par 4 colonnes composites et un attique. Donc l'attique, c'est cette partie qui coiffe l'arc. Et donc on va trouver, par exemple, dans le paysage, toujours en allant du sud vers le nord, sur le mur ouest, et bien à nouveau, bien la représentation d'un arc de triomphe avec une seule travée, une seule arche, un arc de triomphe complètement en ruine. Autre architecture antique, par exemple, la pyramide de Caius Cestius, qui était un monument funéraire romain de style égyptien. Et donc cette pyramide, on la retrouve, regardez, alors je suis désolée, je n'ai pas de reproduction de bonne qualité, et bien, quand on entre dans la salle de la lampe c'est une petite salle qui est contiguë au salon de l'Olympe, et bien on trouve effectivement cette pyramide qui est là, mais également, si on regarde l'autre paysage qui est son pendant, on observe que dans le fond, eh bien, on trouve un pont romain
je me rapproche, et voici donc un morceau de ce pont romain représenté dans un paysage de Véronèse. Alors, à quoi servent ces ruines qui sont représentées dans les paysages? Rappelez-vous, dont la ligne d'horizon fictive se prolonge dans la ligne d'horizon réelle du paysage environnant. Dans un premier temps, on peut penser que ces ruines servent à anoblir un paysage qui plonge le promeneur dans la campagne vénitienne réelle de la terre ferme, à la fois en glorifiant le monde antique et en même temps en louant le travail agricole. Ces fresques ne sont pas fidèles à la réalité. Il y a une intention, et cette intention, elle est d'ordre social et intellectuel. L'idée, c'est de créer pour le promeneur, pour les habitants, une continuité entre le paysage réel et le paysage peint, entre l'architecture habitée et les architectures antiques. Et bien évidemment, pour que cela fonctionne, il ne fallait pas rendre trop visible une contradiction entre le paysage réel et le paysage peint. Alors que fait Véronèse? D'abord, son paysage n'est pas une représentation réaliste de la campagne vénitienne. C'est plutôt un amalgame, d'accord? Il représente l'aspect généralisé du paysage. Donc on le voit très clairement, notamment dans ce paysage. Regardez, on a à la fois des montagnes escarpées, telles qu'on peut les retrouver par exemple dans cette chaîne qu'on appelle les Apennins, qui traversent l'Italie, d'accord? Donc des montagnes escarpées qu'on ne trouve pas dans la campagne vénitienne. Ces montagnes escarpées sont en bord de mer, d'accord, telles qu'on pouvait l'observer à Venise, d'accord. Donc on a une sorte d'amalgame, une idéalisation d'un pays, d'une italianité du paysage, un paysage italien avant tout, qui réunit Rome et Venise, les montagnes des Apennins et le bord de mer vénitien, de la lagune vénitienne par exemple. Ces ruines qui animent les paysages renvoient au modèle antique, mais également les scènes peintes répondent également aux prescriptions des auteurs antiques. Je rappelle que Véronèse, on ne sait pas quel type de fresque antique a pu observer Véronèse, donc il a en tout cas suivi les deux auteurs antiques en la matière, donc Vitruve bien évidemment, mais aussi Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle. Voilà, il décrit la peinture d'un peintre antique de l'époque d'Auguste. Ce peintre antique s'appelait Studius ou Ludius, on ne sait pas trop. Et Pline lui attribue le mérite d'avoir imaginé de décorer les murailles de peinture charmantes y représentant des maisons de campagne, des portiques, des arbrisseaux taillés, des bois, des bosquets, des collines, des étangs, des canaux, des rivières, des rivages, au souhait de chacun, des personnages qui se promènent ou qui vont en bateau ou qui arrivent à la maison rustique, soit sur des ânes, soit en voiture. D'autres pêchent, tendent des filets aux oiseaux, chassent ou même font la vendange. Alors effectivement, tout cela, on le retrouve dans les peintures antiques que nous pouvons apprécier puisqu'elles ont été redécouvertes. Par exemple, dans ce grand paysage du Péristyle, dans le jardin de la maison de la Petite Fontaine à Pompéi, qui est une villa datée environ 70. Donc voici cette fresque, et effectivement, on voit bien dans ce paysage qui représente des villas à portiques, mais aussi des édifices sacrés, eh bien, plusieurs petites figures qui se promènent, qui chassent, qui pêchent. Ici le pêcheur, le promeneur, le couple, dans un paysage bordé d'eau. Donc, ces scénettes, ce type de paysage était fréquent dans l'art antique, et Véronèse les représente au sein de ses propres paysages à Massère, dans des sortes de scènes de genre journalières. Donc par exemple, regardez, on est à nouveau dans un paysage qui se trouve dans la salle de la Croisée. Cette petite figure féminine, cette jeune dame qui se promène avec son enfant. Ou bien encore,
dans un paysage du tribunal d'amour, alors je suis désolée, je n'avais pas de meilleure reproduction, des personnages qui partent en bateau. Ou encore, dans la salle du chien, un paysage où on voit un chasseur avec ses chiens qui sont lancés en direction du gibier. Donc la chasse, la pêche, la promenade, bien évidemment, s'absentent de ces scènes les fameuses vendanges décrites par Pline. Alors pourquoi ? Eh bien, les vendanges n'avaient pas à être représentées puisque les barbaros pouvaient les contempler directement des fenêtres véritables de la villa, dans le cadre du vrai paysage, toujours actuel d'ailleurs, mais aussi, eh bien, ces vendanges, on pouvait les retrouver sur le plan iconographique dans la voûte de la salle de Bacchus. J'y retourne, je la cherche, la voici. Hop. Au sommet de la voûte sont représentés Dasotoinsu, Bacchus, au centre, de dos, et les dieux lards, qui sont les deux, merci beaucoup, les dieux protecteurs de la maison. Donc, sur le plan iconographique, la vendange est représentée puisque le dieu Bacchus est en train de presser à nouveau le raisin dans sa main. D'ailleurs, rappelez-vous, tout comme il était représenté dans la lunette, dans l'une des lunettes de la voûte du salon de l'Olympe. Et de façon à renforcer cette transition, regardez, de cette scène mythologique au paysage peint par Véronèse jusqu'au paysage réel, et bien regardez, c'est la pergola qui borde de part et d'autre la voûte qui est peinte, qui glisse, qui glisse de manière imperceptible, ou en tout cas presque indicielle comme un indice. Regardez doucement dans la lunette, et pour venir regarder, eh bien, se découper dans un angle sur le ciel d'un paysage qu'on a déjà analysé. Donc on a vraiment cette transition. Les vendanges ne sont pas représentées parce que les vendanges ont lieu dans l'espace réel, parce que les vendanges se déroulent également chez les dieux, avec cette transition à la salle de l'espace extérieur à l'espace intérieur, de la vie à l'art, de l'architecture à la peinture, de la présentation à la représentation. Pour conclure sur cette question du paysage, on a donc l'idée que dans le paysage idéal peint par Véronèse, eh bien, il y a une union, eh bien, de Venise à Rome, de la mer à la montagne, mais aussi une union de l'Antiquité au XVIe siècle, puisque toutes ces petites figures se promènent dans ces paysages peints, mais sont vêtues de manière contemporaine à l'époque de Véronèse. Ils ne sont pas vêtus à l'antique, ils n'ont pas de toge ou de péplum, par exemple. Donc ils sont vêtus comme au XVIe siècle. Donc on a à la fois une fusion des spatialités, une fusion des espaces. On est, en regardant les paysages peints par Véronèse, à la fois dans la campagne vénitienne, mais aussi à Rome, mais aussi d'une certaine façon au XVIe siècle et dans l'Antiquité classique. Donc fusion des espaces, fusion des époques, donc une sorte de fusion des spatialités et des temporalités, avec cette idée, eh bien, que le présent du XVIe siècle, dans lequel vivaient les commanditaires, eh bien, acquiert la noblesse du passé antique, puisque d'une certaine façon, moi aussi, je vis dans cette réinvention de l'antique, je vis entourée de ces ruines antiques, alors que je suis dans la campagne vénitienne. Donc, le présent acquiert la dimension du passé, le présent acquiert la noblesse du passé, et le passé antique acquiert une dimension d'actualité. D'accord ? L'Antiquité est actuelle, je vis dans une Antiquité nouvelle, je vis dans un XVIe siècle qui est néoclassique. D'accord ? L'art du XVIe siècle est foncièrement néoclassique, s'invente en reprenant en charge l'Antiquité.
Alors, pour avancer et passer à la troisième partie qui s'intéressera plus à la matière picturale de ces fresques, eh bien, on peut rappeler que Palladio n'a fait aucune mention, effectivement, des peintures de Véronèse dans ses ouvrages. Il ne donne pas de description des fresques peintes par Véronèse, il ne les commente pas. Donc les historiens se sont disputés quant à ce silence, justement. Donc tout à l'heure, on a dit que les fresques de Véronèse fonctionnaient en harmonie avec l'architecture antique, mais là on le constate, avec la quadratura, eh bien les fresques de Véronèse viennent perturber l'espace rationnel qui avait été mis en place par Palladio, en faisant des trouées, d'accord, dans ces murs, dont les proportions avaient été pensées. Donc, on peut penser que, d'une certaine façon, Palladio a pu être irrité par son espace altéré, désagrégé ou subverti, par les illusions optiques introduites par le peintre. Donc c'est une première proposition, ou plutôt seconde proposition, puisqu'on a parlé plutôt d'une harmonie dans un premier temps. Mais aussi, on peut penser que d'une certaine façon, que Palladio était s'accordait tout à fait avec les propositions picturales de Véronèse, puisque dans une architecture à l'antique, Véronèse peint à l'antique, d'accord, en reprenant en charge les caractéristiques de la peinture antique. Donc une correspondance, une mise en relation, à nouveau une harmonie retrouvée entre la peinture et l'architecture.